Et ça y est, c'est parti. C'est partitos, c'est partitos. On se retrouve. Attendez, parce que j'ai perdu mes notes. Merde. Oh, le début de vidéo catastrophique. Ça y est, on se retrouve fin de saison. Fin de saison, bilan de fin de saison des Lakers. Comme convenu, j'avais fait le bilan de mi-saison. Je m'attelle à la lourde tâche du bilan de fin de saison des Lakers pour essayer de conclure globalement sur une bonne note, parce que bon, ça a été le cas, hein, spoiler, on est en play-in et peut-être en play-off. Mais je tenais quand même à faire cette vidéo pour un petit peu analyser cette deuxième partie de saison régulière, ce qui a été positif, ce qui a été négatif, revenir sur la trade deadline, sur les améliorations, les défauts, les choses à solutionner, essayer de faire une conclusion et revenir un tout petit peu sur le contexte parce que bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont tomber sur cette vidéo et qui n'auront pas vu le bilan de mi-saison, donc je vais revenir un petit peu dessus. Je me sors ma petite feuille de notes et on revient tout simplement sur les faits. Première partie, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je vous mets directement le tableau? En vrai, oui, je vais vous mettre directement le tableau. Paf. Et on met... Putain, et ça, c'est un truc qui me rend fou. Normalement, il y a une transition comme ça. Voilà, la transition est faite. J'ai l'impression d'avoir 30 ans. On revient sur les faits, comme vous pouvez le voir sur ce gros tableau. Bah, les Lakers, ils sont 7e. Bilan de fin de saison régulière au bout de 82 affrontements, 43-39, ce qui équivaut à un win rate de 52%. Ce qui est correct, honnêtement. Vous le voyez dans les moyennes, on a des équipes qui avaient des meilleurs rosters, qui avaient de plus grosses expectations en début de saison, qui sont vraiment à 53% de win rate, donc c'est très correct. Mais ça n'a pas été aussi simple que ça. Attention, et on revient sur les faits. Je reviens sur cette première partie de saison. Je ne sais pas si vous en souvenez. Je vais vous mettre, hop, c'est terrible. Je spoil tous mes points. Merde. Il est où le calendrier? Oh là là, let's go. Voilà. On rappelle les faits. À la 9 janvier, à la mi-janvier 2023, donc après 41 matchs, les Los Angeles Lakers étaient en 19 victoires, 22 défaites. Ce qui est un bilan un petit peu moisi, qu'on se mette d'accord, j'en avais parlé, donc je vous mets la fiche de la vidéo, ou je sais pas comment je vais me démerder, j'ai l'impression d'avoir 40 ans, mais je vous mets la fiche tout simplement, du bilan de mi-saison, où j'explique vraiment différents aspects de pourquoi ça ne marchait pas chez les Lakers au bout de 41 matchs. Je parlais du problème de roster, du problème du poids de la legacy de LeBron, des blessures, problème de taille, problème de poste, problème de rotation, problème Russell Westbrook, tout un tas de choses que j'essaie de décortiquer pour vous faire comprendre que en fait c'était pas juste oh les Lakers ils sont nuls. Non, les Lakers c'est pas une mauvaise équipe, c'est juste que il y avait des soucis qui faisaient que ça ne rendait pas viable le collectif et ça ne le rendait pas compétitif face à d'autres équipes. Il y avait aussi ce problème de confiance, parce que comme vous pouvez le voir, je vous mets une petite piqûre de rappel, mais les 12 premiers matchs des Lakers, c'est 2 victoires, 2 défaites, dont une deuxième victoire à l'arraché avec un gars qu'on a cut à la mi-saison pour le coup, c'était Matt Ryan, qui nous met un buzzer beater pour aller en overtime face aux Pels. Mais sinon, il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup de L, et il n'y a pas beaucoup de W en vert. Et c'est très compliqué. Ça a déroulé petit à petit, on se souvient des runs d'Anthony Davis qui a fait des gros moves, et puis on se souvient aussi à la mi-décembre d'Anthony Davis qui se blesse et qui est absent très longtemps. Et moi je m'étais arrêté, donc au match face à Denver, où on avait terminé sur une défaite, 122-109, ce qui nous faisait un 19-22. Fin des faits, les Lakers sont une équipe de basket dans la difficulté. Et on était 11e, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? La deuxième partie de saison, elle est plutôt positive dans son ensemble. Parce qu'effectivement, les Lakers, au 9 avril, ils étaient en 24-17. Ce soir, on va jouer en play-in contre les Minnesota Timberwolves. On croise les doigts, mais si vous n'avez pas vu sur Twitter, mais Rudy Gobert a mis une droite à Kyle Anderson pour aucune raison, parce qu'ils sont insultés, bref, problème d'ego. Et Jaden McDaniels, pour aucune raison, a décidé que le mur était méchant et lui a mis sa meilleure gauche, il s'est pété la main. Véridique. Donc, on a nos chances de museler Kat et peut-être Anthony Edwards, bref. Mais le bilan, sur cette seconde partie de saison, c'est 24 victoires, 17 défaites. Ça sonne positif. Mais ce bilan, il faut le décortiquer quand même, il faut le couper en deux. Parce qu'il y a l'avant-deadline, donc l'avant-trade deadline, là où, pour rappel, j'ai fait une vidéo hors série, mais là où, en fait, c'est la deadline où des trades peuvent être effectués. C'est souvent à ce moment-là que les équipes dans la difficulté, qui veulent faire des changements de roster, s'activent pour essayer de sauver une saison, comme l'ont fait les Lakers, ils l'ont fait magistralement, vous allez voir pourquoi. Donc l'avant-deadline, donc c'est un intervalle de 1 mois entre le 9 janvier et le 9 février. 6 victoires, 9 défaites. Donc cette partie-là, jusqu'à ici,
C'est 6 victoires, 9 défaites. C'est c'est ignoble. Je crois qu'il y en a... Je sais pas compter, il y a 7 victoires, très bien. Qui a fait ce tableau? Qui a préparé tout ça? C'est un con. Mais donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, il y a 6 victoires, je m'en moque débile. Donc 6 victoires, 9 défaites. C'est moche. C'est très moche, et le basket qui a été proposé pendant cet intervalle-là n'avait rien à envier à celui d'avant. Et celui d'avant n'avait rien à envier à celui-là. Parce que franchement, c'était moche. Il n'y avait pas grand-chose. Alors, disons qu'on retrouvait un petit peu nos vieux démons, c'est-à-dire des problèmes de défense, des trous d'air, un problème de rotation, des blessures. Je crois que AD, sur cette période, était relativement absent. LeBron James également était absent des parquets. Il y a eu des petits moments un petit peu négatifs, notamment le fait qu'on s'est fait voler 3 matchs. Je crois que j'en avais pas parlé dans la vidéo de bilan de mi-saison, mais ce match-là face à Dallas, c'est un petit peu un fiasco, parce qu'il y a 3 erreurs d'arbitrage qui nous coûtent la défaite, tout simplement. Il y a une première faute, je crois, de Spencer Dinwiddie sur Troy Brown au buzzer, c'est-à-dire qu'il prend un shoot à 3 points, il fait faute, normalement il y a 3 lancers, on ne les donne pas. Il y a une faute sur LeBron par Christian Wood à la fin du premier overtime, et une troisième faute, sur LeBron James encore, par Christian Wood encore, dans la raquette, qui aurait dû offrir de lancer, et donc la victoire aux Lakers. Ça va s'en suivre par également un autre vol, 3 jours plus tard face à Philly, avec une image très célèbre où comment il s'appelle, Joel Embiid attrape littéralement avec sa main le poignet de Russell Westbrook pour l'empêcher de driver. Ça aurait pu être 2 lancers et une victoire pour les Lakers. Et le pompon sur la Garonne, ou sur la Daronne, je me souviens plus de l'expression, la faute magistrale de Jason Tatum en fin de temps réglementaire sur LeBron James, qui est vraiment, je pense, une des fautes les plus évidentes à siffler du monde, qui ne sera pas sifflée, et on perdra en overtime. Donc c'est 3 matchs qui nous plombent un petit peu et qui nous poussent avant la deadline à un bilan de 25-31. 25 victoires pour 31 défaites, je crois qu'on est 13e à ce moment-là, c'est mauvais, ça pue, on prend des matchs faciles et on perd des matchs faciles, et c'est très compliqué. Le mois de janvier était long et on attendait tous la deadline. La première arrivée, c'est Rui Hachimura pour Kendrick Nunn. Et puis après, tous les trades vont se suivre. Et post-trade deadline, donc après le 11 février, parce que les joueurs ne sont pas venus le 9 directement, ils sont venus le 11, face à Golden State, en tout cas pour D'Lo et Jared Vanderbilt, si je ne me trompe pas. C'est 18 victoires, 8 défaites. C'est le 2e meilleur bilan de la ligue sur cette période-là, 70% de win rate. C'est incroyable. Honnêtement, c'est une grosse perf de la part des Lakers, surtout quand on sait que D'Lo n'aura joué sur cette période que 10 matchs. Si je ne me trompe pas, attendez. Il manque 10 matchs, D'Lo, sur ses 26 matchs. LeBron va être absent pendant plus d'un mois, globalement, de fin... Il se fait la cheville, je crois, face à Dallas le 26 février. Et il reviendra relativement tôt face à OKC le 24. Donc il sera absent 4 semaines. 4 semaines et demie à peu près. Donc c'est plutôt cool. Après, on avait un calendrier sur la fin qui était relativement clément. On a affronté 2 fois Utah, on s'est tapé du Houston, du Chicago qui n'était pas non plus en grande forme, du Orlando. Voilà, c'était plutôt un calendrier favorable pour cette réussite, pour ce bilan collectif. Et ce qui fait que, fin de saison régulière, les Lakers sont en 43-39. Alors il y a des petits accidents qui nous empêchent effectivement de passer 5 et 6e, 5 ou 6e. Honnêtement, je préfère être 6e que 5e, parce que affronter Phoenix en 7, un peu la flemme d'affronter Kevin Durant et Devin Booker. Mais honnêtement, si on gagne face à Minnesota, c'est plutôt cool d'affronter les Grizzlies. Bref, les faits sont posés. Maintenant, on analyse qu'est-ce qui s'est passé. Et on revient sur le roster. Le roster, en fait, comment la saison des Lakers a été sauvée ? Par une seule chose, c'est la putain de trade deadline. C'est-à-dire que ça a fait sursauter des gens, ça a fait suer des gens, pleurer, casser des portes, j'en sais rien. Mais les trades qui ont été faits du côté des Lakers sont douteux, sont très suspicieux, j'en parlerai un peu plus tard, mais je me questionne un petit peu sur la nature des pots de vin et des arrangements qui ont été trouvés entre les franchises et les GM, parce que ça reste très louche, mais ça sauve littéralement la saison des Lakers. C'est-à-dire que dans ce trade, s'il va y avoir plusieurs trades, mais on va se débarrasser de tout ce qui n'allait pas. C'est-à-dire que tout ce dont je parlais dans la vidéo de bilan de mi-saison disparaît. On se débarrasse de surcharge sur le backcourt, c'est-à-dire qu'on va envoyer Pat Bev, Kendrick Nunn et Russell Westbrook ailleurs. On se débarrasse de certains joueurs qui n'étaient pas, je pense pas, des mauvaises ondes, on va dire, mais c'était pas des bons joueurs sur le parquet, notamment Juan Toscano Anderson, Damian Jones.
Et on arrive à envoyer uniquement un de nos 2 picks, parce que j'avais parlé de nos deux first picks de 2027 et 2029, qui sont très précieux. On arrive à en envoyer un seul, et on va aller chercher de la taille. C'est-à-dire qu'on va récupérer Rui Hachimura dans un premier temps du côté de Washington, on va récupérer Jared Vanderbilt du côté de l'Utah, et on va également récupérer pour Patrick Beverley, Mo Bamba, pivot relativement talentueux qui n'a pas réussi à trouver la clé de la réussite du côté du Magic. Suite à ça, on va chercher du shoot. On récupère D'Angelo Russell des Minnesota Timberwolves et Malik Beasley de l'Utah, du Jazz de l'Utah, qui sont 2 joueurs qui sont largement à plus de 37%. Je crois même que D'Lo avoisine les 40% de réussite de l'autre côté de l'arc. On va chercher du poste 3 et 4, ce qui nous manquait, donc Rui Hachimura et Jared Vanderbilt. On va chercher un vrai meneur, qui est D'Angelo Russell. Et on se débarrasse, comme je disais, de cette surcharge sur le bas court qui nous avait donné naissance et de l'urticaire avec des line-up proposés par Darvin Ham. On se retrouvait avec Patrick Beverley, Russell Westbrook, Lonnie Walker et Dennis Schroeder dans le 5 majeur. Ouais, avec LeBron James en 5. Donc ça, on ne le verra plus. Et ça offre une possibilité à Darvin Ham, qui depuis le début de la saison coachait les pieds et les poings liés, parce qu'il naviguait entre blessures, guerre d'ego, problèmes de rotation, problèmes d'effectifs. Là, au moment de la deadline, Austin Reeves n'était pas dans le 5, c'était Malik Beasley, mais ça a changé, donc je vais faire un petit peu près le 5 majeur qui est potentiellement réalisable. Mais là, il faut se rendre compte que le 5 majeur que Darvin Ham a pu aligner et va aligner probablement en playoff, si on ne se casse pas les dents sur ce play-in, c'est un D'Angelo Russell meneur, un Austin Reeves en 2, un LeBron James en 3, qui est son poste de prédilection, un Jared Vanderbilt en 4, et un petit Anthony Davis en 5. Et ça, c'est un 5 majeur qui est extrêmement compétitif pour diverses raisons, c'est-à-dire qu'on va avoir du QI basket avec D'Angelo Russell et Austin Reeves qui est très crafty également, LeBron James qui a une très bonne vista, du shoot, Reeves, Russell, LeBron James quand il est dans un soir il est capable d'en rentrer plusieurs, de la hauteur, James, Vando et AD, de la force dans la raquette avec Anthony Davis et de la défense avec Vando et AD qui font vraiment une défense de périmètre. Vanderbilt il est capable de défendre du poste 2 au poste 5, ça offre une liberté défensive impeccable, et quand on sait, notamment j'en parlerai un peu plus tard, que Vanderbilt et Austin Reeves ont vraiment improve, notamment Austin Reeves parce qu'on a moyen de comparaison avec son début de saison chez les Lakers et la fin de saison post-trade deadline, il s'est transcendé, il s'est métamorphosé dans sa façon de jouer. Voilà. Et ça offre aussi également une profondeur de banc. C'est-à-dire que Dennis Schroeder a toujours été un meilleur joueur sur le banc, même s'il avait fait des très bons passages quand il était titulaire à Atlanta, mais c'était genre en 2014-2015. Il a quand même été, je crois, 6e homme de l'année, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus si c'était Montrezl ou lui, mais on sait que c'est un très bon joueur de banc et qu'il est capable de se métamorphoser en 6e homme de luxe, en vrai meneur capable de faire des flotteurs, des shoots, des passes très malines en sortie banc. Donc l'avoir en meneur backup, c'est super bon. On se retrouve avec un Malik Beasley qui a été un petit peu dans la difficulté, qui a perdu un petit peu de son adresse, mais qui reste quand même très létal quand il le faut en catch and shoot, et je pense que c'est plus intéressant de l'avoir en sortie de banc, parce qu'il était c'était un peu un plot qui allait se mettre dans un corner à 0 degré quand il était dans le 5 majeur. Et puis après on a du Troy Brown, du Rui Hachimura et du Mo Bamba, mais Mo Bamba a été blessé, donc c'est un petit peu jonglé avec Wenyen Gabriel et Vando, et là les Lakers ont signé Tristan Thompson et un Gary non je sais plus, Harrison, j'ai oublié son nom de famille, je suis désolé, son prénom, je suis désolé, mais il a fait un 10-day contract avec Portland et ça a bien marché, du coup on l'a signé. Mais donc ça offre vraiment une profondeur de banc avec des wildcards comme Max Christie, même si je pense pas qu'il va beaucoup jouer, en tout cas cette saison ça va être un petit peu compliqué, mais également Lonnie Walker qui est tristement pour lui est sorti de la rotation, mais qui a fait quelques passages où il était capable de planter une 20aine de points et de montrer qu'il était toujours aussi bon et grand slasher comme il a pu le montrer en première partie de saison. Et cette trade deadline en fait elle corrige tous les problèmes, parce que qu'est-ce qui va marcher fondamentalement? Comme vous pouvez le voir, au niveau des chiffres, c'est vrai que là je parle beaucoup et vous avez juste le roster, mais on se retrouve vraiment avec de la hauteur. Et ça, même tu vois, un D'Angelo Russell apporte de la hauteur et ça fait plaisir. On a un LeBron James, on a un Troy Brown, on a un Tristan Thompson, Mo Bamba, on va récupérer Rui Hachimura et Wenyen Gabriel. Donc en fait, on a une vraie équipe de basket qui corrige et qui va vraiment pouvoir faire écran, entre guillemets, sur que ce soit offensivement ou défensivement, et va être crédible et ne va pas se faire bouffer sur certains match-ups, parce que parfois, même t'as beau être un très bon défenseur, il y a très peu de petits très bons défenseurs qui sont capables de défendre sur des match-ups où ils vont se prendre 10-15 cm parce que le gars en face est poste 2 et t'es poste 2, mais il te met 15 cm. Et ça,
Ça pourrait être un très bon titre de film de cul, mais c'est horrible. Mais ça fait la diff. Mine de rien, avoir des joueurs au poste, avoir une richesse sur tous les postes, les différents postes du 5 majeur et même du banc, et avoir de la hauteur, ça fait du bien et ça permet à Darvin Ham de gagner. Tout simplement, c'est très simple, mais de gagner. Et qu'est-ce qui va marcher en fait finalement ? Parce qu'il y a un avant et un après. Ça vraiment, je vous le garantis, un avant et un après. C'est pour ça que je sors les statistiques. C'était pas ça que je voulais sortir. Voilà. Là, je vous ai mis, vous voyez, les dates de... Donc post-trade deadline du 11 février jusqu'au 11 avril, même si la saison s'est terminée le 9. Mais on a une performance de la part des Lakers énorme. La différence principale de tout ça, c'est la défense. C'est-à-dire que là, on a la meilleure défense. Je crois que les Bulls sont passés devant parce qu'on a fait des petits matchs un petit peu nuls à chier, notamment face à l'Utah où on s'est permis de se prendre 133 points. Mais on était la meilleure, enfin on avait la meilleure défense et on était la meilleure défense de la NBA. Donc le meilleur defensive rating, c'est-à-dire 110 points. C'est-à-dire que par match, on n'encaisse pas plus de 110 points. Dans une NBA où la pace et la moyenne globale avoisinent plutôt les 117-119 points, c'est fort. C'est très très fort. Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer en advance. Et je vais vous montrer la différence avec le... On va mettre le 9, get stats. La différence de defensive rating, elle est un peu criante, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est-à-dire qu'on va prendre 4 points de moins, tout simplement, et on va en mettre 2 de plus. En fait, c'est des petites... Vous n'allez pas vous en rendre compte, parce que c'est une moyenne sur 26 matchs, et là, c'est une moyenne sur 56 matchs, donc c'est difficile de se projeter, mais ça fait une vraie différence. C'est-à-dire que là, on encaisse moins de points qu'on en prend, et on fait une vraie différence de 5 points. Entre les points qu'on va marquer et là on va défendre. Et dans une NBA où la pace est quand même très rapide, ouais, là la pace est de 101, on a un jeu un peu plus posé en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que globalement on a un jeu qui est un peu plus posé. Là vous voyez, c'était un peu plus des contre-attaques, on faisait des stops, on était capable de faire des grands runs, de revenir, de combler des retards de 15-20 points, mais c'était un petit peu chaotique parce qu'effectivement on se prenait des cartons, on se prenait pas mal de points dans les dents, et ça n'aidait pas beaucoup. Et là, on sent qu'il y a un jeu un peu plus posé, avec notamment D'Angelo Russell qui est capable de vraiment monter le ballon, de faire les choses correctement, un Dennis Schroeder en sortie de banc qui va apporter un petit peu d'ordre. On sent qu'il y a une hiérarchie, quelque chose d'un peu plus logique dans l'organisation, dans le coaching et dans le leadership de l'équipe, qui fait que ça en devient une équipe un peu plus mature, qui sait qu'elle peut contrôler le jeu. Et ça, c'est super intéressant. Et comme je le disais, ça a fait que le win rate est de 70%, et que sur 26 games, on en a pris 18. Ce qui va être aussi intéressant, je ne sais pas si on va l'avoir dans les stats, c'est que les Lakers ils vont prendre de l'adresse. Là, c'est sur le traditionnel, c'est overall, mais si je vous mets effectivement sur ce segment les résultats des pourcentages, c'est léger, on va avoir à peu près le même field goal, on va avoir à peu près le même pourcentage au lancer franc, mais on va avoir 36% d'adresse en 3 points, ce qui est plus que c'est plus que correct pour une franchise NBA. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans les moyennes de pourcentage à 3 points, uniquement grâce à 3 gars qui sont Austin Reeves, donc ce mec-là, D'Angelo Russell, et puis notre ami Malik Beasley, même s'il est un petit peu dans le dur en ce moment, il a été très très bon en termes de pourcentage. Voilà, il a 36%, enfin 35% à 3 points. Mais ces 3 gars-là ont vraiment apporter une dimension différente aux Lakers. Et ça, c'est super important. C'était pas cette ligne statistique. Mais en fait, on sent vraiment une maturité du côté des Lakers qui fait que le jeu va être un peu plus intelligent. Il va pas prendre des shoots de première intention et envoyer des briques. On va vraiment essayer de jouer à l'intérieur. On va essayer d'aller servir un Eddie, un LeBron au poste, même si on n'a pas trop vu jouer LeBron. On va essayer de travailler à l'intérieur parce que c'est quand même cet endroit-là où on est le plus adroit. On est le plus prolifique. Tout simplement, on est toujours les plus prolifiques de l'NBA. Et on va apporter un petit peu de menace, et on apporte de la menace notamment avec ce shoot extérieur, que ce soit avec Austin Reeves, D'Angelo Russell ou Malik Beasley, même LeBron James quand il est dans une grande soirée, et ça apporte de la dangerosité, ça fait courir les défenses et ça les fatigue. Et quand on attaque, on est un peu plus on va dire vif et incisif, parce qu'il va y avoir des systèmes, il va y avoir une intelligence, il va y avoir une forme de cohésion, comment on appelle ça, pas de symbiose mais une alchimie, voilà, entre certains joueurs qui va permettre
de créer des choses, d'être un peu crafty. Je pense notamment à Austin Reeves qui a vraiment fait parler en termes de highlights sur cette dernière partie de saison, où il arrive vraiment à cook une défense à lui tout seul et aller chercher un shoot à l'extérieur sur D'Angelo Russell ou un alley-oop, une passe un petit peu maligne à Vanderbilt ou AD. Et ça fait vraiment la diff et ça apporte beaucoup de maturité à cette équipe et ça la rend vraiment dangereuse. Donc cette adresse un petit peu meilleure, moins de tirs vont être pris. Très sincèrement, je n'ai pas le comparant, mais moins de tirs vont être pris. Je crois qu'un ou deux tirs vont ne pas être pris en gardant toujours ce même pourcentage, mais ça se traduit par le fait que voilà, il y a une meilleure adresse à 3 points, on rentre plus de 3 points par match, tout simplement. Et il va y avoir également plus de présence à l'intérieur, SO Vando, avec 47 rebonds qui vont être pris par match contre 45 ou 44, je crois, sur les 56 premiers matchs. Et beaucoup moins de fautes, plus d'interceptions, plus de blocs, beaucoup moins de fautes personnelles et beaucoup moins facilement dans le foul trouble, contrairement aux équipes en face de nous qu'on va vraiment pousser à la faute. Et ça, c'est très intéressant. Et on a vu beaucoup d'équipes se retrouver début 4e quart-temps et dans le foul trouble et devoir distribuer et offrir gratuitement des lancers francs aux Lakers, ce qui nous permettait de prendre le large et d'empêcher finalement les défenses de défendre, parce que faire faute, c'est normal. Quand tu défends, quand tu es physique, quand le match est serré, etc., tu peux avoir les mains qui traînent et c'est très difficile, notamment de défendre à l'intérieur sur Anthony Davis qui va être capable de sauter et trouver un petit post-up ou un skyhook. Donc ça aussi, c'est un avantage que les Lakers vont avoir et que Vanderbilt va apporter avec une bonne défense qui va fatiguer les attaques et les pousser à être négligents, notamment offensivement, sur les joueurs des Lakers. Donc comme je le disais, meilleure défense, tout simplement. Meilleure défense, meilleure attaque. C'est criant. Ça va pas forcément se ressentir, comme je le disais, en assist percentage ou en assist ratio. C'est pas criant. On va pas avoir un net rating on a un meilleur net rating. Qu'est-ce que je raconte? On a clairement un meilleur net rating, mais ça va pas être des stats criantes. Ça va être juste des petites différences qui vont nous faire gagner des matchs à l'expérience, avec de la sagesse, avec du calme et avec de la maîtrise. Et tout ça va être principalement, comme je le disais, orchestré par le meilleur defensive rating de la NBA, la meilleure défense de la NBA, qui a été cette clé de voûte, cette pierre angulaire de cette réussite en termes de victoire, parce que les erreurs offensives qu'on pouvait faire avec une pace qui était beaucoup plus conséquente, avec beaucoup plus de tirs et un moins bon pourcentage, notamment des shoots de première intention que Russell Westbrook pouvait faire. Je ne vais pas lui retomber dessus, mais c'était des erreurs qu'il était capable de commettre. Pat Bev également était capable de commettre ces erreurs. Et en fait, tout ça disparaît parce que les joueurs disparaissent, mais vu qu'il y a une très bonne défense, il y a plus de stops qui vont être mis en place et ça va corriger parfois certains shoots casse-croûte qu'on peut toujours prendre parce qu'il y a toujours des défauts qui sont présents du côté des Lakers, mais vraiment on a vu des séquences défensives assez impressionnantes où Vando est capable de se retourner directement alors qu'il se prend un spin move, Austin Reeves qui va vraiment bien mieux prendre les écrans et proposer un defensive rating archi clean. Ouais, il a 110 de defensive rating, alors que je l'avais vraiment blâmé à la mi-saison en disant qu'il était incapable de prendre un écran, qu'il se faisait à chaque fois bump, mais c'était aussi parce que de l'autre côté ça suivait pas, parce qu'on se retrouvait avec un Damian Jones ou un Juan Toscano Anderson qui n'était pas capable de suivre son vis-à-vis en termes d'écran ou de changer, et ça faisait qu'il y avait vraiment c'était des portes de saloon battantes, c'était vraiment l'image que j'avais de la défense des Lakers, et là ça n'a rien à voir. Je me souviens Enzo qui avait regardé un match avec moi, il avait dit mais là mec, nous on n'a jamais défendu comme ça cette année, et donc ne te plains pas parce que là vraiment vous avez une défense impeccable. Et je m'en suis rendu compte un peu après, c'est que j'étais très exigeant en regardant les matchs en termes de défense, parce que oui, je fais partie du coaching staff des Lakers, c'est évident, mais non, on avait vraiment des carences défensives conséquentes qui ont disparu, et je pense principalement grâce aux efforts de Anthony Davis. Et mais Malik Beasley a été un très bon artisan dans la défense, et ça a été collectif. On a même vu du Dennis Schroeder proposer des séquences où il était vif, il avait les mains un petit peu basses pour aller choper les interceptions, et ça s'est vraiment bien ressenti, et c'est ce qui fait que les Lakers sont devenus une belle équipe de basket, tout simplement. Comme je le disais, deuxième meilleur bilan depuis la deadline, dans la moyenne des 3 points, top 3 rebonds de la NBA aussi, parce que ça aussi c'est très important, l'apport. Le seul, je me souviens je sais plus contre qui c'était, attendez, laissez-moi retrouver le calendrier. Il y avait un coach qui avait dit que, je crois qu'on avait comeback un blowout, c'est probablement face à Dallas, ouais, je crois que c'est le 26 février. C'est le 26 février, c'est totalement ce match-là, où Vando fait un match incroyable, donc j'arrête Vanderbilt, c'était pas ce que je voulais faire.
Jared Vanderbilt fait un match incroyable et où il va avoir un hustle monumental, je crois, dans le 3e quart, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Où il va littéralement prendre 8 rebonds, faire 3 steals, 8 points. Et je crois que sur tout le match, il fait un match indécent, 15-17 avec un plus-minus de 14, où il roule sur les Mavs à lui tout seul, en faisant un comeback. Si je vous mets le play-by-play, je crois qu'on était vraiment en fraise. C'est le dernier carton, ça. Et il nous fait revenir d'une façon... C'est quoi ce truc ? Voilà. On était en 56-35. Voilà, on avait moins 20 et Vanderbilt a enfilé les gants et a dit non, les gars, c'est pas comme ça que ça va se passer. Voilà, la mi-temps. Voilà, mi-temps, 64-47. Et j'ai vraiment ces souvenirs de cette séquence offensive où Vanderbilt, vous voyez, il est partout. Hein. Il met des lay-ups, il fait des passes, il récupère des rebonds, il fait des steals. Et il va amener les Lakers à arriver à la fin du 3e quart. 80-80. Et ce match-là est un match référence et il incarne vraiment la capacité qu'a apporté, enfin la capacité qu'a eu Jared Vanderbilt à porter les Lakers dans des moments difficiles et faire le sale boulot, le travail d'homme de l'ombre, d'aller chercher des passes, d'aller déranger directement ligne de fond de cours le meneur adverse, lui mettre la main sur la gueule, l'empêcher de jouer, l'étouffer jusqu'à ce qu'il ait plus de souffle quand il arrive en défense et que ça soit à son tour de défendre. Et ça a été très très fort. Et j'en parlais parce que je suis en train de lire mes points, parce que je vais revenir après aux statistiques. Je crois que j'ai pas grand chose à dire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, c'est les stats traditionnels, d'accord. Tac, on a vu. Et oui, je disais, j'en parlais avant, mais qu'il y a eu des systèmes, il y a eu une hiérarchie, il y a eu vraiment une symbiose, une alchimie défensivement parlant, où ça parlait. Ça parlait littéralement, c'était ça coupe, ça change. Ça switch, tu vas là, tu vas à droite, je prends, écran, droite, gauche. On a vraiment vu un vrai travail de défense. Et une top défense NBA, et ça fait très plaisir. Et je pense que c'est le meilleur aspect, c'est ce qui peut aider les Lakers peut-être en playoff à chatouiller l'équipe qu'ils affronteront, que ce soit les Nuggets ou les Grizzlies. S'ils vont en playoff, mais bon, j'espère. Je voulais parler de ce qui avait marché, des Factor X. Je parlais de Jared Vanderbilt. Voilà, juste pour vous montrer le profil qui a changé. Donc il a joué le même nombre de minutes quand il était du côté du Jazz et du côté des Lakers. Où est le profil ? C'est-à-dire que le mec avait un mauvais defensive rating et plutôt un bon offensive rating, ça switch. C'est-à-dire que non, je vais défendre. Là les gars, je défends. Mon rôle c'est de défendre et je mets ma dizaine de points parce que je suis grand, parce que je vais chercher du alley-oop, je vais chercher des petites passes, des petites interceptions tricky qui me permettent de monter au dunk rapidement. Mais son rôle, il a changé et et il a couru. Il a couru. Il a vraiment couru. Après, bon, c'est pas le même. On peut pas comparer les deux écoles. Hein. Ça, c'est le basket de l'Utah et puis ça, c'est le basket de Los Angeles. Donc, c'est un peu plus, on va dire, showtime entre guillemets. C'est pour ça que la pace est plus élevée. Mais putain, ce qu'il a apporté, l'enculé. Parce que là, en termes de statistiques, voilà, il est moins adroit, il va mettre moins de points, il va prendre moins de rebonds, etc. Mais putain, le travail de l'ombre qu'il a, il est incroyable. Et là, ça se ressent pas parce qu'il a moins 1 de plus-minus qui est pas fair, on va dire, je trouve. Mais Jared Vanderbilt, c'est vraiment le big shout-out à ce gars-là qui a que 24 ans. J'espère qu'il restera chez les Lakers parce que, comme je vous l'ai dit, les conditions d'arrivée de Jared Vanderbilt sont questionnables. En termes de magouille, de trade, je comprends pas pourquoi il est arrivé chez les Lakers. Parce que le Jazz aurait pu s'en tirer avec mieux. Mais voilà, il est en 8 points, 7 rebonds et demi. Et ça, c'est vraiment un facteur X très, 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 très bon. Qui a vraiment fait une belle entame, on va dire, de fin de saison avec les Lakers. Qui s'est un petit peu plus... mais ça, c'est à l'image globalement des performances de Los Angeles sur les 10 derniers matchs où ils sont un petit peu relâchés parce qu'ils sentaient qu'ils avaient le momentum. Ce qui leur a valu de perdre certains matchs connement. Mais dans un premier temps, Jared Vanderbilt, putain, bravo à lui. Et celui que je voulais mentionner, c'est ce petit Beatles là, ce petit enculé. Ce mec là, c'est indécent ce qu'il a proposé. Sincèrement, c'est incroyable. C'est-à-dire que là, sur la saison, vous voyez, bon, il y a des pourcentages plutôt corrects, plutôt justes. Maintenant, je vais vous montrer, avec un bon defensive rating, très bon offensive rating. Il a joué 64 matchs. Il a fait mal quand il n'a pas été là, honnêtement. Enfin, ça a fait mal quand il n'a pas été là, parce qu'il a été absent quand même 18 matchs. Mais putain, je vous montre les stats.
Donc là, c'est les stats, je les ai mis sur la range donc depuis la trade deadline jusqu'à la fin de saison. Austin Reeves. Donc là, c'est pas en moyenne, donc c'est un peu dommage. Il a mis 427 points. C'est-à-dire que c'est le deuxième plus grand total de points des Lakers sur cette range de match. C'est-à-dire que devant, il y a Anthony Davis. Bon, LeBron James, c'est normal, il a été absent. Il a joué que 11 matchs. 57% au field goal. 44% à 3 points. C'est 84% en lancer franc. 132 passes. En fait, je sais pas quoi. Un plus-minus, mais. Voilà, ils ont fait la totale des plus-minus, ils sont trop cons. Mais incroyable. Incroyable. Genre vraiment, je pense pas que vous vous rendiez compte, mais c'est un gars, il est undrafted de base. Undrafted, c'est sa deuxième année en NBA. Il est dans un contexte miteux. Il doit faire ses armes pour prouver à Darvin Ham que c'est un bon gars. Ce mec-là, il me fait penser à un Alex Caruso Lonzo Ball. Il est incroyable. C'est-à-dire qu'il apporte un renouveau déjà en sortie de banc, mais maintenant que Darvin Ham a compris qu'il fallait le mettre dans le 5 parce qu'il était bien plus menaçant qu'un Malik Beasley, comme je le disais, qui a un plot qui va se mettre à 45 ou à 0 degré pour prendre un tir, et quand il n'est pas dans une bonne soirée, même si Malik Beasley défend bien, c'est pas un gars qui off-ball fait des mouvements forts, et quand il a le ballon, c'est pas un gars qui va faire des mouvements forts, qui va créer des différences, des espaces pour aller lâcher des ballons, peut-être à un autre shooter ou à un lay-oop ou une passe dans les jambes, bref. Austin Reeves, il est crafty de fou. C'est-à-dire que le gars, il a déjà un bagage technique relativement élevé pour une deuxième année de NBA, parce que ce mec-là, à mon âge, ce petit... Alors, non, il est un peu plus vieux que moi, mais il a 24 ans, et il est incroyable. Et je me branle dessus. Oui, mais il est fort. Enfin, je veux dire, sur une range de 26 matchs, où tu joues, en moyenne, on va faire le calcul, parce que là, évidemment, j'ai pas les totaux, et je sais pas si je peux modifier les totaux, c'est quoi ça? Non, voilà, oh, Pintamams. 772 minutes divisé par 26. Le mec joue presque 30 minutes par match. Il est en 57, 44, 85. C'est incroyable. C'est d'une justesse. Déjà, à 3 points, il est d'une justesse monumentale. Mais au field goal, il est d'une justesse stratosphérique. Il va chercher des fautes. Parce que là, il a quand même 157 lancés. Il en met 133. Et il fait des passes. C'est-à-dire que c'est le meilleur passeur de sa team. C'est le meilleur passeur de sa team devant D'Lo. Bon, il a presque 9 matchs de plus que D'Lo. Mais c'est un shooting guard. Et quand je dis qu'il est très crafty, qu'il a un très bon cul basket, c'est qu'il a fait des perfs monumentales, où il a porté les Lakers, où il s'est transcendé, et où je pense que ça peut vraiment être un profil très crafty qui peut même switcher en meneur s'il change de franchise, puisque je pense qu'on va lui donner son sac de fric aux Lakers. Il va prendre 40 millions sur 2 ou 3 ans, je pense, pour l'instant. Et s'il fait un bon passage, je pense qu'après il pourra devenir, à l'image d'un Jalen Brunson, un 1-2 qui est capable d'aller chercher, de faire parler son talent, parce qu'il a l'air d'être très 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 talentueux. Donc ce mec-là, franchement, bravo à lui, parce que si je vous fais une comparaison du coup avec ce qu'il a fait en début de saison, avant la deadline, get stat, Austin Reeves, c'est pas la même musique, voilà. C'est 49%, 36%. C'est pas beaucoup d'assists. Le mec, sur 38 matchs, prend moins d'assists, il met moins de lancers francs. Enfin, en fait, il a un volume statistique qui est énorme et qui est vraiment incroyable sur le game span qu'il a en fait de 26 matchs, et que tu le compares à un game span supérieur de 38 matchs, il est meilleur. Voilà. Il a mis plus de paniers, enfin bref. Il a mis plus de points. Je me branle un peu trop dessus, on va changer de sujet, mais donc Austin Reeves, putain, qu'est-ce qu'il a apporté? Vraiment, Jared Vanderbilt et Austin Reeves, c'est deux profils qui ont énormément apporté à la réussite des Lakers aujourd'hui. On va finir cette vidéo avec 2 points, l'aspect négatif, et on va parler des blessures, parce qu'il faut quand même analyser le pourquoi du comment, parce que là, en fait, je pourrais conclure en disant oui, bah voilà, on est 7ème, on a sauvé la saison, merci à Trade Deadline, merci Adam Silver. Non, j'ai pas envie de finir comme ça, j'ai envie de finir un petit peu mieux, en étant honnête. J'ai encore perdu mes notes, voilà. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que
alors, je viens d'expliquer. Qu'est-ce qui a fait que les Lakers ont sauvé leur saison? C'est la trade deadline. Je suis très con. Mais qu'est-ce qui a un petit peu quand même amputé la première partie de saison des Lakers? Je vous renvoie vers ma première vidéo, mais je vais essayer aussi, parce que je crois pas que j'en avais beaucoup parlé, mais moi, ce qui me chagrine un petit peu sur cette saison, c'est l'historique des blessures. Parce que malheureusement, et j'ai pas envie de me cacher derrière ça, parce que il y avait plein d'autres problèmes, notamment un mauvais basket, un coaching un petit peu douteux à certains moments de la part de Darvin Ham. Mais le gros souci, moi, c'est qu'il y a eu beaucoup d'absences. AD, il va manquer 26 matchs. LeBron, il va en manquer 27. Donc AD va jouer 56 matchs, LeBron va en jouer 55. Donc AD joue plus de matchs que LeBron. Les deux, ils ont joué que 37 matchs ensemble sur 82 possibles. Parce qu'ils ont joué que 55 et 56 matchs tous les deux. Mais ils ont joué que 36 matchs ensemble et leur bilan, il est de 21-16. D'Lo également, qui aurait pu jouer 26 matchs, n'en a joué que 16. Parce qu'il a été absent... Il a été absent 10 matchs à cause de petites blessures à droite et à gauche. Et ce point-là, en fait, moi, il me tracasse un petit peu parce que, et je vais vous expliquer pourquoi j'en viens là, c'est que toutes ces blessures ont fait que les joueurs n'ont pas pu tous jouer ensemble, c'est plus français. Et c'est difficile, et Darvin Ham l'a rencontré, mais c'est très difficile de trouver une dynamique dans ce genre de conditions quand tes cadres sont absents un tiers de la saison. Et même quand des role-players sont absents un bon moment, parce que Austin Reeves, il a loupé une vingtaine de matchs également. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est ce qui me fait dire que les Lakers peuvent patiner en play-off. Bon, déjà parce qu'ils vont affronter le 1 ou le 2. Et que pour moi, il y a aussi un souci dynamique qui s'est quand même rencontré sur cette dernière partie de saison, même si le bilan est très positif, deuxième meilleur win rate de la ligue, etc. Formidable. Mais c'est des choses qui amputent vraiment la saison des Lakers et qui me font poser des questions sur même la saison prochaine, si le roster reste relativement inchangé, parce qu'il va y avoir des départs et des arrivées, c'est évident. Je pense même à Kyrie Irving, qui pourrait venir chercher maison du côté des Angelinos. Mais ça, c'est des problèmes qui m'énervent. Second point, c'est qu'il y a eu des problèmes qui ont été non soulevés, notamment sur l'intervalle, si on doit faire l'historique de la saison. Les aspects négatifs, c'est que les 2 tiers de la saison, sans la trade deadline, les Lakers seraient probablement à la place des Portland Trail Blazers. Voilà. Ou des Dallas Mavericks. Parce que, pour plein de raisons, le leadership de LeBron, AD qui est pas souvent là, et même le roster qui fait que c'est pas suffisant. Et c'est ça qui m'énerve un petit peu, et j'en parlerai dans la conclusion, mais en fait, il y a des problèmes qui ont été non solvés, et que j'aurais aimé voir solutionner d'une certaine façon par des systèmes, par une cohésion, par un travail collectif qui n'a jamais été trouvé et qui a été solutionné par on dégage ce qui ne va pas, et le rôle d'un general manager et d'une franchise en règle générale, c'est que s'il y a des choses qui ne vont pas et que tu n'arrives pas à les solutionner en 2 tiers de saison, il faut s'en débarrasser. Donc c'est ce qui a été fait, donc bravo. Mais donc ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu énervé dans un certain point, et ce qui m'empêche de me réjouir totalement de cette saison. Très sincèrement. Je voulais aussi parler un petit peu de Russell Westbrook, parce que je suis très content pour lui, parce qu'il s'épanouit aux Clips, et c'était pas le cas aux Lakers, et ça se voit, et j'en parlais notamment dans ma vidéo hors série pour faire un petit shout-out à Russell Westbrook, mais je suis très content du fait qu'il s'épanouisse du côté des Clippers, et il a dit lui-même, c'est totalement différent de jouer pour une franchise et être dans un endroit où les gens te veulent, et je pense que il n'a été que l'ombre de lui-même du côté des Lakers, et que je pense pas que c'était vraiment lui le problème, mais plus le contexte qui en a fait un problème. C'était juste mon passage sur Russell Westbrook, et même globalement sur les aspects négatifs, parce que je vais en parler dans la conclusion, mais donc pour conclure, entre guillemets, si je vous mets le gros tableau, voilà, il y a de fortes chances qu'on affronte Memphis, parce que, comme j'expliquais, Minnesota va être amputé de certains joueurs. Mais donc pour conclure, sur cette saison des Lakers, en fait, cette saison, pour moi, elle est en demi-teinte. Elle est en demi-teinte, et il n'y a pas de réelle performance de la part des Lakers, très sincèrement. Certes, la performance post-trade deadline, elle est incroyable, que les Lakers reviennent de loin, ils passent de 25-31 à 43-39, félicitations, la saison est sauvée, mais la saison est sauvée grâce à la trade deadline. Elle est sauvée grâce à des moves douteux, dont je questionne la nature, je le répète. Je ne vais pas m'en plaindre, mais s'il y avait une forme d'injustice dans la NBA, ça m'énerverait si ce n'était pas mon équipe, très sincèrement. Et en fait, moi, le bilan, pour moi, il est en demi-teinte. Je vois beaucoup de fans des Lakers qui sont très satisfaits en mode « Waouh, super, incroyable, on est une équipe trop forte. » En vrai, non.
En vrai, non, parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup trop de blessures déjà, il y en a eu beaucoup trop. Et même en termes de projection sur une campagne de playoff, on l'a déjà vu il y a 2 ans, Anthony Davis il se blesse au match 5 face aux Phoenix Suns. On savait ce que ça aurait pu donner, ils auraient pu aller plus loin les Lakers, parce que si AD avait été en bonne santé, même quelques humains en parlaient en disant si les Lakers avaient été full healthy, je pense qu'on aurait été champion back-to-back. J'y crois pas, mais bon, c'est une déclat d'un joueur, il faut la respecter. Là, j'ai l'impression qu'on est dans le même contexte en fait. C'est-à-dire qu'on sauve grossièrement la saison grâce à des trades, grâce à des moves, grâce à une fin de saison positive. Mais il y a toujours cette épée de Damoclès qui trône au-dessus des cadres et autour de la franchise. Et à tout moment, si un LeBron James ou un Anthony Davis se blesse, et je pense plus si un Anthony Davis se blesse, c'est foutu. Et ça restera toujours le même problème, même si le gars voulait faire 82 matchs en début de saison, il en a fait que 56. Et en fait, il y a toujours trop d'instabilité en fait, autour de cette franchise, autour de ce collectif, pas qui m'énerve, mais et ça m'angoisse pas non plus, mais ça me tracasse, parce que je me dis c'est dommage, j'ai un potentiel et c'est dommage. Pour conclure, globalement, en fait, je m'attendais pas à grand-chose. De base, début de saison, j'avais prédit une 8e position des Lakers. Ils peuvent toujours la faire, hein. Ils vont être soit 7e, soit 8e, soit ils vont pas être qualifiés. Je ne l'espère pas. Mais je m'attendais pas à grand chose en fait. Pas grand chose à dire en fait. La perf post-trade deadline, comme je disais, est incroyable, mais c'est normal. J'en parlais avec Enzo, mais en réalité, le fait que les Lakers soient 7e et même ne soient peut-être pas en playoff, parce que sincèrement, il y a eu du load management qui m'a énervé, j'en ai pas parlé dans les points négatifs, mais notamment le fait que AD ne joue pas un back-to-back face aux Houston Rockets, où il aurait pu jouer sincèrement 25 minutes et casser la gueule à Alperen Sengun, et juste lock une 6e place et affronter les Kings, sans passer par une case play-in et avoir plus de repos. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Mais le fait que les Lakers sauvent leur saison et arrivent en play-in et se qualifient potentiellement en play-off, c'était normal. Et s'ils ne l'avaient pas fait, ça aurait été un fiasco à l'image des Dallas Mavericks, tout simplement. Donc en fait, je ne peux pas me réjouir de ce résultat-là parce que de base, avec le roster qu'ils avaient, ils auraient dû arriver à cette position-là, c'est-à-dire 7-8e, et être dans le play-in. Avec un roster relativement cheaté, parce que pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment, ça reste un roster qui est extrêmement bien équilibré et qui, je pense, sur 82 matchs, peut faire top 3-4 de la ligue, en tout cas de la conférence Ouest, sans aucun problème. Après, avec les joueurs au complet, sans problème de santé, mais c'est un roster qui est très bien construit, très bien équilibré et très très complémentaire, tout simplement. Mais voilà, ils sont 7e et ils peuvent se faire sortir premier tour face aux Grizzlies. Parce que là, si je dois me projeter sur les playoffs, pour moi, c'est une équipe, s'il n'y a pas de souci de santé, les Lakers, ils peuvent surprendre. Dans le cas où on affronte les Grizzlies, ils peuvent surprendre les Grizzlies. Les Grizzlies, c'est une équipe de jeunes, qui a la dalle, mais qui est capable de faire des erreurs et qui sont amputés de leur secteur intérieur, et notamment de Steven Adams, parce qu'on a vu que c'était une franchise qui était dans la difficulté quand il lui manquait certains cadres. Certes, Steven Adams n'est pas un cadre de leadership, mais c'est un super gars qui fait vraiment le beau boulot à l'intérieur et qui était complémentaire avec Jaren Jackson Jr. Et là, Jaren Jackson Jr., il peut avoir du boulot avec un Anthony Davis ou un Jared Vanderbilt ou un LeBron James qui vient harceler l'arceau et la raquette, parce que c'est deux franchises qui jouent très bien dans la raquette, les Lakers et les Grizzlies. Donc il peut y avoir une grosse bataille, un petit peu déséquilibrée, parce que Jaren Jackson Jr. il va probablement être tout seul à l'intérieur. Mais je pense que ça va être un bel affrontement. Sincèrement, si je suis objectif, au vu de la dynamique des deux équipes, je pense que les Grizzlies gagneront 6. Ils gagneront même à l'extérieur, à Los Angeles, la Crypto.com Arena. Ce nom est ignoble, je préférais le Staples Center. On peut les surprendre, on peut les taper en 6, comme on aurait pu taper en 6 les Phoenix Suns il y a 2 ans, donc en 2020-2021. Tout dépend du coaching, de la dynamique et de la santé des joueurs, si personne ne se blesse sur l'affrontement. Mais bon, déjà, arriver à arracher un match 6 au deuxième de l'Ouest, pour moi, la saison est déjà sauvée. La saison a été sauvée grâce à la trade deadline, si on va en playoff, parce que pour l'instant, c'est pas encore fait. On croise les doigts ce soir. Mais voilà, en conclusion, c'est une saison qui est sauvée. Et ouais, on va dire que les Lakers sont un miraculé de cette saison et sont un miraculé de la trade deadline. Parce que je peux pas me satisfaire de ce que j'ai vu sur 56 matchs. Et je peux pas me satisfaire non plus de ce que j'ai vu sur 26 matchs, certes très positifs, mais où il y a beaucoup d'incertitudes en fait. Il y a eu des belles choses qu'on a vues, comme je dis, de la belle défense, un bel effectif, tout un tas de choses, mais il y a beaucoup d'incertitudes et c'est ce qui fait que cette saison n'est pas réussie de la part des Lakers.
elle aurait été réussite s'ils n'avaient pas eu besoin de faire de trade et arriver 7-8e. Très sincèrement. Les trades ont été faits, formidable. Pour moi, c'est une saison qui peut, si les Lakers passent le premier tour, imaginons, font un upset face aux Grizzlies, elle peut être réussite, sans aucun problème. Mais pour l'instant, elle est sauvée. C'est vraiment l'adjectif que j'utiliserai, tout simplement. Je vous remets l'écran final. Hop, hors série. Paf. Fin de cette vidéo. J'aurais parlé 45 minutes, donc elle est 2 fois moins longue que le bilan de mi-saison que j'avais fait il y a 3 ou 4 mois, je crois. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que ça vous aura intéressé et que les fans des Lakers y trouveront des réponses relativement intéressantes et un peu plus approfondies que on est trop fort, parce qu'on entend souvent ça sur Twitter. Et je vous laisse passer une... Je sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, mais je vous... probablement ce soir, peut-être après peut-être juste avant le play-in ou peut-être le lendemain du play-in. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. On se retrouve relativement rapidement quand le play-in sera passé avec Enzo pour faire notre bracket et nos pronostics sur comment ça va se passer en play-off. Et comme promis, je ferai probablement une vidéo à un moment pour expliquer un petit peu ce que c'est que la NBA pour les novices et que les gens comprennent un petit peu comment ça fonctionne, on va dire les fondamentaux, comment ça se passe, pourquoi il y a 82 matchs, c'est quoi les playoffs, c'est quoi la draft, bref, toutes ces choses-là. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous embrasse très fort comme si vous étiez ma tati Monique. Et bon, j'allais dire une dinguerie. Allez, des bisous, c'est ciao.